Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, c'est Lucie avec vous au micro du Magal West, votre émission quotidienne du lundi au vendredi. Bienvenue, on est ensemble aujourd'hui pendant 1 heure. Aujourd'hui, l'association Le Grenier sera avec nous pour présenter son chantier d'insertion, mais aussi la nouvelle antenne qui ouvre dans le centre commercial Auchan pour de la vente de vêtements de seconde main. 2 titres inédits aujourd'hui de Gwendoline et du nouvel album Ça c'est à moi, c'est à découvrir dans cette émission. Le restaurant La Lucciola dans le quartier Saint-François n'a pas dit son dernier mot. Après sa fermeture en avril, le restaurant a trouvé 2 nouveaux propriétaires. C'est la une de notre journal du soir. Et enfin, vous avez sûrement déjà croisé sur votre route au Havre les œuvres de Teutis, calamar géant, monstre des mers. Teutis expose ses œuvres du 29 février au 26 mai à la Maison du Patrimoine et c'est notre invité du jour. Vous êtes les bienvenus dans le Magal West de ce mardi 5 mars 2023. Aujourd'hui, le soleil se couche à 18h49. C'est donc plus 4 minutes de soleil. Cet après-midi au Havre, c'est la pluie qui nous accompagne. La température actuelle est de 7 degrés, ressenti 4. Le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h et sera tourné vers l'ouest-nord-ouest. En soirée, il va pleuvoir, la température va retomber à 8 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h, tourné vers le nord-nord-ouest. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 7h31 et se couchera à 18h51. On gagnera 3 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, c'est le retour du soleil. Justement, plus de pluie. La température sera de 5 degrés, ressenti 3. La force du vent va osciller aux alentours des 11 km/h, direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 89%. Demain après-midi, au Havre, le ciel sera prédominant. La température sera de 8 degrés. Sur le thermomètre, la température ressentie sera de 7. Le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km/h, direction sud. Et enfin, demain en soirée, ce sont aussi de nombreuses éclaircies qui vont parsemer le ciel. La température va retomber à 10 degrés, ressenti 9 et le vent sera très calme, une légère brise de tournée vers l'est qui sera comprise entre 5 et 6 km/h. La pizzeria Lucciola, fermée en octobre 2023, va réouvrir en avril prochain avec une nouvelle formule. Les racines de l'institution, installée dans le quartier Saint-François depuis 1984, restent et c'est pourquoi Michelangelo, 33 ans, et sa compagne Clara, 25 ans, yvotesse d'origine, ont décidé d'appeler cet établissement Lucciola 2.0. La pizzeria Trattoria gardera les bons souvenirs de la Lucciola, mais avec un coup de peps. Les travaux sont en cours et le couple vient tout juste de signer l'acte d'achat de la Lucciola, placée en liquidation judiciaire en octobre 2023. Clara et Michelangelo ne sont pas novices dans la restauration. Ils tenaient depuis 3 ans une brasserie sur le front de mer d'Étretat. Clara et son compagnon sont des amoureux de la restauration et notamment de la cuisine italienne et recherchaient depuis peu un nouveau projet, leur bébé à faire grandir. Le restaurant souhaite développer une cuisine italienne simple et gourmande, la cuisine de maman avec de bons produits. L'accent sera mis sur les pizzas avec 20 à 25 variétés, mais la Lucciola 2.0 proposera aussi des plats typiques italiens, lasagne, spaghetti, carbonara, escalope milanaise ou encore poulet marsala, sans oublier les desserts, notamment une variété de tiramisu et de la tarte au Nutella. Hors du choix à la carte, le couple proposera des suggestions du jour avec une partie des produits alimentaires qui proviendront d'Italie ou d'entreprises havraises. Ce sont 6 employés, 3 en cuisine et 3 en salle, qui seconderont les nouveaux patrons du restaurant à la centaine de couverts avec un service midi et soir et un jour de fermeture hebdomadaire, le tout dans un esprit convivial.
C'est la nouvelle grande tendance, acheter à l'aveugle et au kilo, des colis perdus en espérant tomber sur un trésor. Au Havre, Stéphane Baclé et Marius Naz organisent samedi 9 mars à partir de 10h à la place au marché une vente de colis surprise qui promet quelques émotions. Le concept est simple, acheter au poids des colis non réclamés de chez Amazon, de la Poste ou d'autres transporteurs. Les deux Havrais de 27 et 28 ans viennent de créer leur entreprise LH Colis Surprise pour revendre les paquets aux particuliers. Jusqu'en 2021, les colis non réclamés après 30 jours étaient envoyés à la destruction. Depuis la loi anti-gaspillage du 1er janvier 2022, l'élimination des invendus est interdite. Dans les colis, des chaussures, bijoux ou décorations, la surprise reste totale avant l'ouverture du colis. En quelques semaines, Stéphane et Marius ont déjà écoulé 272 kilos de paquets non réclamés. Dans quelques semaines, ils ouvriront leur boutique au 106 avenue René Coty. La vente se passe samedi 9 mars à la place au marché avec une vente à 18 € le kilo. Et enfin, en partenariat avec l'association locale Le Grenier, pour la première fois dans la région havraise, un hypermarché accueille un rayon de vêtements de seconde main. Cette initiative, démarrée vendredi 1er mars, permet d'offrir une expérience aux personnes en réinsertion de l'association Le Grenier directement au sein de la grande distribution Auchan Grand Cap à Montgaillard. Le magasin reprenait déjà et vendait déjà des livres, jeux de société de seconde main, mais ne vendait pas encore de textiles d'occasion. Une solution écologique bien sûr, mais aussi un moyen de faire face à la baisse du pouvoir d'achat des Havrais notamment. Et c'est pourquoi le magasin de grande distribution est en partenariat avec une association locale. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et on poursuit ce Magal Ouest avec 3 événements que j'ai sélectionnés pour vous dans l'agglomération havraise. Et ça commence aujourd'hui, dès maintenant, à Écrainville. Alors c'est un événement pour donner son sang. C'est à la salle L'Hirondelle et c'est aujourd'hui jusqu'à 18h30. Vous pouvez les contacter directement sur mon-rdv-don2sang.efs.santé.fr ou l'application mobile Don de sang. Mais vous pouvez encore donner votre sang aujourd'hui jusqu'à 18h30 à Écrainville. À Saint-Romain-de-Colbosc, c'est une ciné-scène qui vous attend. C'est ce soir à 18h. Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci est projetée donc ce soir, suivi à 20h30 du film La Tresse au Sirocco, rue Henri Audièvre. Le tarif est de 4 ou 5 € et tout ça, ça se passe à Saint-Romain-de-Colbosc. Et enfin, au Havre, c'est les LH Ports by Night. Laissez-vous subjuguer par les lumières de Port 2000, ce port qui ne dort jamais. Le balai des camions, des navires, des conteneurs et de ses forces vives reste constante de jour comme de nuit. Au crépuscule, les infrastructures s'illuminent, proposant une vue industrielle. La visite, c'est ce soir à partir de 18h30, mais aussi le samedi 23 mars à 18h30. Le tarif est de 7 €. Vous pouvez vous inscrire pour cette session ou la prochaine avec pièce d'identité nécessaire. L'inscription se fait sur billetweb.fr dans l'onglet Port 2000. Il est 17h08, tout juste passé sur Westrack. On va retrouver un nouveau titre et un nouvel album pour cette découverte musicale du jour puisque nous sommes mardi. C'est notre deuxième découverte et un nouvel artiste. C'est Gwendoline avec son album C'est à moi ça. Gwendoline, c'est un groupe qui vient de Brest avec de la pop, mais c'est une pop bien revendiqués, ils ont plein de choses à dire. Je pense qu'ils n'aiment pas vraiment les manières et ils n'ont pas leur langue dans leur poche. On découvre 3 titres aujourd'hui de manière inédite, c'est Clubs, Palace Mythique et Parce que j'ai rêvé d'être riche. Vous allez voir, ça décrit très bien l'album et surtout Gwendoline. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Gwendoline est sorti le 1er mars 2024 chez Born Bad Records et il s'appelle C'est à moi ça. La musique de Gwendoline n'en a rien à foutre. Elle n'a pas de projet, elle ne tente rien. Il le répète à qui veut l'entendre, il faut juste écouter. Chacun entendra ce qu'il veut dans l'album C'est à moi ça, nouvel album des deux Brestois signé chez Born Bad. Il y a des chansons qui se laissent chanter parce qu'il y a de la place pour eux dedans. Gwendoline
ne calcule rien. Si ça braille simple comme au foot, c'est pas pour remplir des stades, c'est parce que c'est venu comme ça. Alors, ils gueulent eux aussi, mais ça fait l'affaire pour Pierre Barré et Michael Olivette, deux paumés magnifiques pour qui la fin du monde a commencé à leur naissance. J'ai passé mon hiver sous les UV, t'étais sous ta couette, je faisais fructifier. J'ai eu l'honneur de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui a des biens. On repart encore cette année, ils annoncent 35 degrés. Y a des vols directs à 2 heures du paradis. On pourra partager des cocktails en regardant les yachts et en s'imaginant Tom Cruise à l'intérieur. Tom Cruise en peignoir à manger des homards. T'imagines Tom Cruise à 2 mètres. On n'a jamais été aussi près. Bientôt c'est moi qui signerai des autographes à mes employés. T'imagines Tom Cruise à 2 mètres. L'histoire, on la connaît déjà. Tous nos amis font ça. Golf, poney, transat, selfie. Golf, poney, transat, selfie. L'histoire, on la connaît déjà. Tous nos amis font ça. Ce qui me fait peur, les pauvres dans la rue me regardent avec insistance. Je vais cirer mes chaussures. Elle est sympa la voisine, elle me raconte tout ce qui se passe dans la rue. Et puis en même temps elle me fait chier à me parler de son mari, chiant, qui joue aux chevaux au bar et qui lui casse les dents le soir. Et je fais rien moi. Je m'en fous moi. S'organiser des vacances dans des clubs de connards et faire bosser toute l'année toute cette bande de smicards. Peigner les gosses, prendre la voiture, abandonner le clébard, prendre l'avion avec selfie en guise de souvenir. S'organiser des vacances dans des clubs de connards et faire bosser toute l'année toute cette bande de smicards. Peigner les gosses, prendre la voiture, abandonner le clébard, prendre l'avion avec selfie en guise de souvenir. Et on a envie d'être d'accord, de ne pas choisir, de ne pas savoir. Ils ne comprennent pas pourquoi, après des années de loose, les gens formidables veulent faire des selfies avec eux. Pourquoi d'un coup, tous les soirs, c'est la soirée de l'année et ça ne va pas s'améliorer avec ce nouvel album, pensé en duo à la maison, enregistré littéralement à toute fin de chose dans le Finistère. Les instrus sombres, radicales et sans chichi, y font la courte échelle à Pierre et Mika, corps complémentaires pour dégueuler sur tout, avec un exceptionnel sens de la formule. Bénédicte et Jean-Antoine, ils se sentent bien là-bas. On fête tous les ans leurs mêmes anniversaires. Ils sont heureux dans la piscine, y a plein d'animations et de gens qui rient. Je pense que c'est bon pour leur développement, y a même pas besoin de sortir du camping. On peut acheter, consommer, on aime l'impression que c'est moins cher, pourtant on compte,
On compte le temps, l'argent, on croit qu'on est tous potes, mais on se rassure juste d'attendre tous les ans. En même temps, le directeur nous a donné le droit d'arrêter de travailler pendant 2 semaines, tous les étés. Le directeur nous a donné le droit d'aller se ruiner dans les campings et de consommer pour consommer. Le directeur nous a donné le droit de blinder le coffre du SUV. Le directeur nous a donné le droit d'emmener nos gosses à la piscine. La nuit fait les 3-8 comme un crevard toute l'année. Direction la côte et le soleil. Je vois bien les moules frites dans mon assiette. Je pourrais m'offrir 1 heure de jet ski, graver tout ça dans ma tête. Quand les gosses auront faim, je leur achèterai des panini. On sera bien dans la mer, qu'est-ce qu'on sera bien en maillot de bain. L'apéro dans le bungalow autour d'une partie de tarot avec des amis éphémères de la même classe que nous. Je vais m'empiffrer de tout, cramer mon fric dans des souvenirs. Avant de rendre les clés, avant de reprendre le taf, avant de passer ma vie à repenser à l'été. Le directeur nous a donné le droit. Le directeur nous a donné le droit. Eux n'y peuvent rien si on les aime parce que leur colère est juste. Une colère que l'on retrouve dans l'album C'est à moi ça de Gwendoline, publié chez Born Bad Records. L'album est à retrouver directement sur les plateformes de streaming ou en physique. Et comme toujours, rendez-vous sur le site de la ferrarock.org pour avoir plus d'informations sur Gwendoline. Gobelet au McDo, parce que j'ai rêvé d'être riche. Je suis inscrit sur eToro, parce que j'ai rêvé d'être riche. J'ai racheté des cartes Pokémon, parce que j'ai rêvé d'être riche. J'ai chanté à la télé, parce que j'ai rêvé d'être riche. J'ai vendu des calendriers, parce que j'ai rêvé d'être riche. J'ai fait de l'achat-revente, parce que j'ai rêvé d'être riche. J'ai tout fait pour pas démissionner, parce que j'ai rêvé d'être riche. Je vais faire des voix auto-tunées, parce que j'ai rêvé d'être riche. J'ai arrêté de donner aux pauvres, parce que j'ai rêvé d'être riche. Je mets de côté toute l'année, parce que j'ai rêvé d'être riche.
J'ai arrêté de picoler parce que j'ai rêvé d'être riche. Je me suis mis à télécharger parce que j'ai rêvé d'être riche. Je vais me faire un compte Vinted parce que j'ai rêvé d'être riche. Parce que j'ai rêvé d'être riche. Parce que j'ai rêvé d'être riche. J'ai vendu mes organes, j'ai tout sacrifié, un pari bien placé, je me suis tapé des vieilles, j'ai bien capitalisé, j'ai essayé d'écrire un tube, j'ai arnaqué ma famille, j'ai vendu mon bébé, j'ai voté pour ma lune, je suis allé boire au Penny Lane. Je pars plus en vacances. Je voulais arrêter de fumer. J'ai monté une chaîne YouTube. J'ai supporté le PSG. J'ai plein de cartes de fidélité. Je vais faire de la musique assistée. Je vais faire des concerts avec un PC. Je veux arrêter de m'isoler. De faire semblant de rigoler. Je veux plus avoir aucune pitié. Je fais de la télé-réalité. J'achète des tickets à gratter. Je fais des potes à mon travail. Fini la solidarité. Tous les 28 s'actualiser. Je me suis mis à voter à droite. Je pars en vacances chez mes parents. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous venez de vivre l'expérience Gwendoline, nouvel album C'est à moi ça, c'est en partenariat cette semaine et aujourd'hui avec la Ferrarock, Fédération des radios associatives et musicales, et c'est bien sûr 3 titres que l'on vient d'écouter de manière inédite. Il y avait Clubs, Palace Mythique et Parce que j'ai rêvé d'être riche. Si vous avez repéré un de ces titres et qu'il vous plaît particulièrement, c'est disponible sur les plateformes de streaming ou directement sur le site de la ferrarock.org. Avant de retrouver notre invité du jour, Teutis, un artiste havrais, vous avez sûrement déjà vu ses œuvres, même si vous ne savez peut-être pas qui il est. Des calamars géants, des monstres marins qui se trouvent à proximité du musée d'histoire naturelle ou dans le quartier Saint-François ou même près de la plage. Eh bien, vous allez pouvoir découvrir qui il est et surtout son exposition qui ouvre prochainement à la Maison du Patrimoine. C'est dans un instant. Avant, on retrouve notre reportage du jour. C'est Le Grenier qui est avec nous, association entreprise, chantier d'insertion. Ils ont notamment une ressourcerie, des boutiques, 2 boutiques en ville pour de la seconde main, et ils ont ouvert depuis le vendredi 1er mars une petite antenne dans la galerie marchande d'Auchan, Cap à Montgaillard évidemment, et vous pouvez donc retrouver tout de suite un reportage. Ils expliquent qui ils sont, ce qu'ils font, et vous allez aussi pouvoir avoir plus d'informations sur comment donner des vêtements. Si vous avez des vêtements qui traînent à la maison, vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas les vendre, vous pouvez directement les donner dans ces boîtes grises qui existent en ville, des boîtes qui permettent de redonner ces vêtements à l'association Le Grenier qui fait ensuite une vente au kilo. Le chantier d'insertion Le Grenier aujourd'hui se développe et s'est transformé depuis avril 2023 en ressourcerie. 2 boutiques ont donc ouvert en ville. Nous allons découvrir comment le chantier d'insertion s'est développé et surtout comment est-ce qu'aujourd'hui ils agissent à la fois au niveau de l'écologie mais aussi du social dans l'agglomération havraise. Alors moi c'est Alain Probst, je suis un ancien médecin généraliste à la retraite et j'ai intégré le Grenier car j'ai été rattrapé par des amis qui ont fondé avec moi le Grenier et je travaille au Grenier, je suis trésorier depuis 10 ans. Et moi je suis Salomé Delmé, je suis responsable communication au Grenier depuis 2 ans et demi et encadrante technique. Est-ce que vous pouvez me présenter l'association Le Grenier? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites ici en particulier? Alors le Grenier existe depuis plus de 20 ans. C'est une association, c'est un chantier d'insertion et est devenu depuis le avril 2023
une ressourcerie, c'est-à-dire que non seulement on collecte, on trie des vêtements, mais également on vend, on collecte des meubles et tout article ménager. Vous êtes en lien avec Emmaüs ? Oui, parce que depuis le départ, on cherche à travailler en complémentarité et non pas en concurrence avec Emmaüs, les Restos du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, etc. Et d'ailleurs, les bornes grises que vous voyez dans le Havre, il y en a une centaine, il y a tous les logos des associations avec qui on travaille. Ces bornes grises dont vous parlez, c'est les endroits où on peut déposer nos vêtements. Justement, est-ce qu'on peut en parler parce que parfois, les dons sont faits de manière pas très efficace. Il y a quand même quelques règles à respecter pour pouvoir faire des dons de vêtements, notamment mettre dans un sac, c'est ça, tous les vêtements ? Très important de mettre dans un sac, de façon à ce que ce soit pas en vrac. Voilà, c'est très important de mettre dans un sac et qu'il n'y en ait pas tout autour de la borne. Voilà. Mais ceci étant, nous avons la chance d'avoir un village plutôt logistique qui est averti lorsque les bornes débordent. Et nous travaillons évidemment en complémentarité avec la communauté urbaine et avec la mairie du Havre, la ville du Havre. Voilà. On va faire le cycle de ces vêtements. Si moi j'ai un sweatshirt que je dépose dans l'une des bornes, dans un sac, qu'est-ce qu'il se passe après ? Que devient mon sweatshirt ? Il va passer dans un premier village qui est le tri et revalorisation du textile. C'est là où on va décider où il va aller. S'il est plutôt tendance attractive, il sera vendu étiqueté dans nos boutiques Fripé Chic. On en a 2. Si c'est plutôt du bas de gamme, ce sera vendu à la ressourcerie en vente au kilo. S'il est vendu dans notre boutique Fripé Chic, il passera forcément par la remise en état, le pressing et le repassage. Si c'est vendu en ressourcerie, il sera remis en état et mis sur des portants. Où est-ce qu'elles sont situées ces boutiques ? On peut, nous en tant que clients, aller acheter des vêtements là-bas ? Les boutiques sont ouvertes à tous. On en retrouve une à l'université, cours de la République, et la deuxième avenue du 8 mai 45. Et on a notre ressourcerie qui est 31 rue Denis Cordonnier, où là c'est de la vente au kilo, 5,90 €, et on va retrouver des objets mobiliers, jouets pour les enfants, toutes sortes de choses. Alors, nous avons 150 salariés en insertion, nous avons 17 permanents, dont le directeur, les encadrants, les conseillères en insertion professionnelle, parce que ce qu'on appelle les CIP, actuellement, ce ne sont que des femmes. Et nous avons un bureau et un conseil d'administration de 27 membres bénévoles, dont au conseil d'administration des personnes d'horizons complètement différents. Je vous l'ai dit, moi je suis généraliste, il y a une institutrice, il y a d'anciens chefs d'entreprise, etc. Et ce qui nous permet, si vous voulez, c'est ce qui fait notre richesse, c'est qu'on a d'horizons différents, on n'est pas toujours d'accord, et c'est ce qui nous permet d'essayer de trouver toujours des compromis, notamment par rapport à l'évolution du grenier. Cette évolution, il y en a une, puisque depuis 20 ans, vous êtes renouvelé. Vous avez donc ce chapeau, on va dire, cette casquette du côté de la ressourcerie, mais ce côté aussi insertion. C'est un travail que vous faites sur le territoire havrais depuis longtemps, ce côté insertion. Depuis plus de 20 ans. Au départ, il devait y avoir 15 salariés. Maintenant, il y a 150 salariés. Voilà. Et vous faites bien de me poser la question parce que, en fait, si vous voulez, on insiste au grenier sur les valeurs. Les valeurs, Salomé va vous le dire, les valeurs. Positivité, confiance, authenticité. Travail d'équipe. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? C'est parce que, si vous voulez, nos valeurs sont au moins aussi importantes que le côté économique. Bien sûr, on se doit, si vous voulez, dans la mesure où nos salariés sont rémunérés par l'État, nous avons des devoirs. Des devoirs de ce qu'on appelle avoir des sorties dynamiques ou positives. Ce que nous avons. On correspond vraiment à ce que nous demande l'État. Ce qui nous motive le plus, c'est d'essayer de voir ces personnes que nous embauchons, qui étaient quelque part les blessures de la vie, etc., qui étaient quelque part couchées, remises debout et qui reprennent confiance en elles. Le côté humain est au moins aussi important que le côté économique. Car ce n'est pas une entreprise classique, mais c'est géré comme une entreprise classique. Comment ça se passe justement ce côté insertion ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour l'insertion notamment des jeunes ? Ce qu'on fait au quotidien pour l'insertion des jeunes, je vous dis, d'une part, c'est géré comme une entreprise classique, mais c'est surtout l'accompagnement dans cette entreprise, à savoir, il y a de l'accompagnement par les conseillères en insertion professionnelle, il y a des remises à niveau en mathématiques, en français, en informatique, il y a des simulations d'entretien, il y a des préparations aux simulations d'entretien, etc.
Donc voilà, donc vraiment, ce qui compte pour nous, c'est que ces personnes qui sont embauchées reprennent confiance en elles, apprennent un savoir-être et un savoir-faire. Et notre devise, c'est un emploi pour un réemploi au service du territoire. Nous sommes une entreprise havraise. Et il y a tout un rôle aussi avec les compétences autour de la vente, du tri, etc. Ça aussi, c'est des compétences que les personnes vont apprendre au fur et à mesure. Là, vous voyez, vous avez un exemple très concret. Vous avez Salomé qui est responsable du village communication. Et ces compétences permettent aux salariés en insertion d'apprendre à communiquer, le téléphone, etc., etc., quoi, et le CV, etc. Et vous avez donc des encadrantes pour le tri, vous avez des encadrants pour la vente, etc. Et vous avez, je vous dis, des conseillères en insertion professionnelle qui permettent aux salariés de se projeter pour leur projet professionnel et d'avoir une idée précise dès le début de leur embauche, de leur projet professionnel, de façon à ce qu'on puisse les aider à trouver ensuite un emploi. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec d'autres structures du territoire comme Pôle emploi, la mission locale ? Absolument. Oui, tout à fait. On travaille avec les structures du territoire, absolument. Oui. Puis le bouche-à-oreille, qui marche bien aussi. Le bouche-à-oreille. Aujourd'hui, il y a un nouveau véhicule qui vient d'arriver. C'est un don de Enedis. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Je crois que c'est un véhicule qui roule à l'électrique. D'abord, il faut savoir que le grenier, c'est le plus gros chantier d'insertion du département. On n'a pas demandé d'être le plus gros. Hein. Ça, c'est très clair. C'est devenu le plus gros chantier. Il ne faut pas avoir la grosse tête par rapport à ça. Et deuxième chose, il se trouve que le grenier est souvent visité, non seulement par des scolaires, mais également par des entreprises, comme Enedis. Et lorsque ces grosses entreprises, comme Vinci, etc., viennent visiter le grenier, et qui sont un petit peu, non pas émerveillées, mais qui sont interpellées positivement par la manière dont les salariés travaillent, dont les encadrants, les bénévoles participent en complémentarité de tout cela, ils nous font des dons, parce que ces grosses entreprises ont des enveloppes mécénat. Et là, Enedis nous a donné donc un véhicule électrique, voilà, qui va nous servir, bien entendu, pour collecter un peu plus, voilà. En tant qu'association, c'est important d'avoir ces aides justement extérieures ? C'est important, ça nous permet d'améliorer notre matériel, vraiment. Et on les remercie vraiment énormément. Hein. Pas qu'avec la tête, avec le cœur. C'est vraiment une entreprise qui nous tient à cœur, en ce sens que de voir des salariés qui trouvent du travail et qui reprennent confiance en eux, et surtout qui aiment à nouveau la vie, ça c'est génial, quoi. Un très beau message. Et il y a un événement, je crois, pour la fin du mois, Salomé. Qu'est-ce que c'est cet événement ? Nous serons présents au Centre Océane de Gonfreville-Lorcher du 28 février au 2 mars pour une collecte de textiles. Du coup, si vous ramenez 5 kilos de vêtements, vous aurez un chèque cadeau de 5 € à utiliser dans les magasins du Centre Océane. Est-ce qu'on peut aussi repréciser comment ça se passe si on veut déposer des vêtements directement à la ressourcerie pour la vente au kilo, comment ça se passe ? Du coup, on a un sas donateur qui est 28 rue du Capuchet où là, vous pouvez ramener tout, textile, objets, mobilier, jouets pour enfants. On prend réellement de tout. Donc 28 rue du Capuchet pour le sas donateur. Et si on dépose un meuble qui est un peu abîmé, est-ce qu'il y a aussi une phase de recyclage ici ? On est en partenariat avec Ecomobilier où par exemple, si on reçoit un meuble que nous, on va pas pouvoir vendre, et ben on va redonner à cette association-là pour que derrière, il soit recyclé comme il se doit. Il est important pour nous de ne rien jeter, de toujours recycler ou de faire des partenariats avec des entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous d'écologie, en fait. Est-ce que vous avez d'autres projets pour cette année 2024 ? C'est d'être vraiment, comme dit Salomé, en partenariat avec les autres chantiers d'insertion, style Web Solidarité. C'est-à-dire que concrètement, quand on a des ordinateurs dont on peut encore se servir, nous avons l'intention de proposer aux autres chantiers d'insertion, comme Web Solidarité, la roue libre, etc., un espace à la ressourcerie. Si vous allez voir à la ressourcerie, vous allez voir, on a des espaces pour qu'ils puissent exposer leurs affaires.
C'est un vrai projet parce qu'il s'agit de travailler en complémentarité avec les autres chantiers d'insertion de façon vraiment à recycler et jeter le moins possible. Par ailleurs, on est en partenariat, je vous l'avais dit, avec la communauté urbaine et la ville du Havre. Juste en face, c'est la déchetterie Nord, parce que la déchetterie sont aperçus qu'il y a des personnes qui jettent des choses pratiquement neuves, qui pourraient resservir. Et donc, ça nous permet, en complémentarité avec eux, de récupérer ce mobilier, ces livres, etc., qu'on pourrait à nouveau se servir. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles, j'imagine, pour faire fonctionner tout ça ? Est-ce qu'on peut, si on a du temps libre, venir proposer du bénévolat ici ? Oui, mais prenez-le bien, il y a quand même une certaine sélection. Je vous ai dit qu'on est 27 bénévoles. Donc, si tout le monde veut participer à l'évolution de l'entreprise, on est déjà bien nombreux, mais bien sûr qu'on fait la recherche de bénévoles. Puisque je vous ai dit que nous avons, de façon à réinsérer le mieux possible ces personnes que nous embauchons, nous avons des ateliers de remise à niveau, c'est important, et puis de remise à niveau en informatique, comment mieux faire son CV, etc. Et surtout, dernière chose, par rapport à cela, c'est apprendre aux salariés à s'adapter. Parce que nous nous sommes aperçus, puis nous le savons maintenant dans le monde dans lequel on vit, finalement, c'est pas le quotient intellectuel qui compte forcément, c'est la faculté de s'adapter. Si on veut travailler dans une entreprise. C'est pas tellement d'avoir des grands diplômes. C'est bien d'avoir des diplômes, je vais pas dire le contraire. Mais c'est la faculté de s'adapter. Merci à Alain et à Salomé pour leur accueil au grenier. Je vous laisse aller sur les sites et réseaux sociaux du grenier pour avoir toutes les informations sur les dépôts de vêtements, mais aussi les boutiques et la ressourcerie. Et ce reportage est signé Lucie pour Westrack.
collage de France et son titre autoporté à l'instant sur West Track Radio. Il est 17h38, vous êtes toujours à l'écoute du Mag à l'Ouest. Je trouve que le choix de titre est parfait. On parle de collage et justement, vous les avez sûrement déjà vus, dissémés à travers la ville, que ce soit des tortues, des calamars, des monstres géants. C'est la marque de fabrique de Teutis, qui est un street art artiste havrais, qui combine à la fois l'art mais aussi la biologie marine. Et du 29 février au 26 mai, il va exposer ses œuvres dédiées à l'architecture à la Maison du Patrimoine. Et aujourd'hui, il est avec nous. Bonjour Teutis. Bonjour. Ça va bien ? Mais oui, tout va bien. Ça va, j'ai bien décrit tout ce que tu fais ? Ouais, un bon résumé, c'est ça. Vous les avez sûrement vus et c'est vrai qu'avant de t'accueillir dans le studio, j'étais en voiture et j'en ai vu un et je me suis dit mais c'est vrai que tu es partout, on ne sait pas qui tu es et pourtant on les a déjà tous vus, ces gros animaux marins, ces dorades, toujours souvent en bleu. C'est des collages, alors est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, comment ça t'est venu toi cet amour de la mer, des animaux marins ? Alors moi donc j'ai grandi au Havre, donc quartier Perret, donc j'avais une petite vue sur le port et c'est vrai que tout petit mes parents me laissaient pas mal retourner des pierres, aller chercher des crabes et en fait le contact comme ça direct à la mer et en même temps à la ville, c'était assez naturel que voilà, quand je revenais chez moi j'avais envie de dessiner ce que je voyais sous la surface. Et en fait, c'est tout naturel que ce milieu subaquatique m'a intéressé et est devenu mon thème de prédilection. C'est des collages qui sont assez détaillés. C'est parce qu'en fait, toi, tu as une formation autour de la biologie marine, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai fait une licence de biologie animale, ensuite un master d'océanographie à Paris. Et ça m'a ouvert les portes de pas mal de stations biologiques, donc notamment la station biologique de Roscoff dans le Finistère. Et en gros, j'ai passé énormément de temps à observer à la binoculaire des espèces, à disséquer, à traîner dans des vieilles bibliothèques poussiéreuse avec pas mal de dessins naturalistes. Pareil, quand j'étais petit, donc j'allais souvent au muséum. Donc c'est aussi le travail de Charles-Alexandre Le Sueur, un illustrateur naturaliste havrais qui m'a pas mal inspiré. Et en fait, donc ce côté cette rigueur scientifique dans le dessin me plaisait vraiment, c'est-à-dire aller vraiment pousser le détail au maximum. Et en même temps, j'ai essayé d'avoir une petite liberté graphique qui sortait du contexte scientifique pur pour avoir ma propre interprétation de tout ça. Et ça a donné ce petit cocktail entre rigueur scientifique et liberté graphique aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi le placarder sur les murs du Havre, c'est aussi une manière pour toi de t'exprimer ? Oui, c'est ça. En fait, moi, mes dessins, ils sont... je passe des heures en studio donc, à dessiner de manière très méticuleuse les espèces, majoritairement à l'encre. Et en fait, c'est un travail très intime que tous les dessins comme ça, je les gardais vraiment dans mes pochettes. Et en fait, c'est en 2013 donc, que j'ai renoué avec des amis du graffiti, donc notamment Père de Du, qui avait vu un petit peu mes dessins et qui m'a dit tiens, ça se prête au collage. Et j'avais fait quelques essais et ça a donné une autre dimension en fait à mes dessins. Qui était vraiment dans mes petites pochettes juste pour moi, et ça leur a donné quelque chose de plus visible et plus. En fait, c'est complètement une autre dimension. Donc il y a le travail vraiment précis en studio qui amène des dessins qui seront en exposition, et en même temps il y a une démarche qui est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus sale, et qui est mettre un pantalon trempé de colle et en fait aller afficher de manière un peu plus brutale sur les murs ces espèces qui sont censées être un peu planquées sous des rochers sous l'eau. Là on les retrouve énormes, plus grandes que les passants, et voilà, donc moi ce que j'aime bien c'est souvent épater un petit peu les gens par les formes de ce qui existe, et c'est pour ça que j'aime bien faire des espèces qui sont souvent pas très connues et valoriser un petit peu comme ça la beauté du vivant. Ouais. Ça fait quoi la première fois qu'on affiche son œuvre sur un mur et quand toi aussi tu passes dans les rues, est-ce que tu oublies parfois que t'en as mis un là et tu dis tiens il est là? Alors je sais pas si je vais oublier que j'en ai mis un quand même, parce que c'est à chaque collage est un moment intense, souvent un moment de partage, parce que je colle toujours avec des amis, et en général j'ai bien cartographié dans ma tête la ville, et je sais exactement où ils sont, et où je vais même en faire. Donc là, j'ai un peu une idée déjà de tous les murs du Havre qui se prêtent à ça. Mais bon, c'est vrai que de temps en temps, je retombe dessus et je regarde un petit peu comment il a évolué avec le temps, parce que comme c'est du collage, il y a quelque chose d'éphémère, et ça me plaît toujours de retomber dessus. Ouais.
Et ça me rappelle des souvenirs voilà, du moment où ça a été fait. Et puis voilà. Ouais. Est-ce que tu te rappelles du premier que tu as posé et la fois où tu l'as revu après en te disant... Parce que j'imagine, comme tu dis, c'est intense. En fait, c'est aussi un moment... peut-être au début, c'était dans la précipitation. Quand tu le revois, tu vois ce que tu avais en tête enfin matérialisé. Ça fait quelque chose ? Ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose. Ouais, le tout premier, en plus, il a vraiment une histoire parce que c'est le plus gros à ce jour que j'ai jamais fait. Et c'était le premier, donc il faisait 4 mètres par 14 et c'était sur une très grosse porte de hangar qui aujourd'hui est l'ENSM, en fait c'est l'école de la marine marchande. Donc à l'époque, donc en 2013, c'était un vieux hangar désaffecté et on avait fait donc avec Père de Dieu un grand calmar géant qui combat un poisson des abysses. Et en fait, c'est vrai que ça a été comme une révélation pour moi, ça a été un très très grand plaisir de le coller et le fait de le revoir, de repasser et surtout d'avoir des retours des gens en fait voilà c'est ça en fait, c'est d'ouvrir ma pochette de dessin qui était très intime à tout le monde. Ça m'a vraiment fait quelque chose et ça m'a donné envie de très très vite poursuivre et d'en faire d'autres et en plus il se trouve que ce premier qui était très gros il est resté très longtemps. Et c'est de là aussi que vient ton nom, Teutis, tu me disais tout à l'heure, ça vient du calamar. C'est ça, exactement. Donc, c'est une sous-catégorie ? Ouais, alors en fait, Teutis, donc, il faut savoir que donc, chaque espèce animale a un nom scientifique qui est composé de particules du grec et du latin, ou de mots inventés. Enfin, c'est vraiment un langage qui est international, donc où qu'on soit dans le pays, une espèce aura un nom scientifique. Et en fait, pour les calmars, donc c'est une petite particule calmar qu'on retrouve dans le nom de pas mal d'espèces. Par exemple, le calmar géant, c'est Architeutis. Donc du coup, voilà, c'est en grec, c'était en grec ancien, Teutis c'était calmar. Et pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que au cours de mon travail scientifique, j'ai travaillé sur les calmars à Caen. Et c'est une partie de ma vie qui a beaucoup compté pour moi et l'espèce, le calmar m'a vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment une espèce qui est emblématique des profondeurs. Ça a donné naissance un peu aux légendes du kraken. Teutis, c'est le calmar, c'est une espèce assez maligne qui change de couleur, qui change complètement du monde animal parce qu'elle a vraiment une forme un peu qui vient d'une autre planète. Et voilà, donc c'est une espèce qui m'a fasciné. J'ai assez naturellement, en fait, ça s'est fait très vite et un soir j'ai dû choisir un pseudonyme et puis pour l'affiche et je me suis dit allez, Teutis ça me paraît très bien et voilà. Il se trouve aussi que Teutis renvoie à Thétis qui est une déesse archaïque de la mer et aussi à Thétis qui est un océan qui a scindé le supercontinent qui était la Pangée. Donc en fait avant donc il y avait un supercontinent et c'est la mer qui a cassé comme ça les continents. Donc en fait, Teutis renvoyait à vraiment plein de choses liées à la mer et il a été pour moi comme une révélation, il a été parfait. Toi, ça te permettait en tout cas de garder ton anonymat un petit peu. C'est ce que tu disais, ta pochette un peu intime. D'un coup, c'est placardé partout. Tu as envie de rester un peu toi dans ton ombre, même si tes animaux, comment tu les appelles ? C'est tes collages, tout simplement ? Ouais, c'est ça, c'est mes collages. Ouais, c'est mes illustrations, mes collages. Ouais. Et moi, ça me plaît bien comme ça de me planquer derrière un pseudonyme. Voilà, ça permet de mettre juste en avant mon travail et puis moi je peux rester tranquille, voilà, faire mes dessins dans l'ombre et puis d'écouter un peu d'une oreille ce qu'en pensent les gens et voilà, de les rencontrer lors des expositions. J'apprends un petit peu comme ça à sortir de ma grotte, sortir de mon atelier, mais c'est vrai que ça me plaît bien. De rester caché, ouais. Bah d'ailleurs, tu sors de plus en plus. Il y a une exposition qui arrive bientôt. On va en parler dans un instant. Mais avant, je voudrais que tu nous donnes, si tu peux, quelques endroits, un peu comme une sorte de piste où on peut suivre pour ceux qui n'en ont jamais vu et qui voudraient essayer de croiser ces animaux marins. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 endroits où on peut en retrouver, mais tu sais, pas vraiment précis dans le quartier pour qu'on puisse chercher. Alors en fait, au Havre, donc là, il se trouve qu'on est en hiver, donc il y en a pas mal qui sont partis parce que c'est une technique éphémère et le papier a tendance à se dégrader avec la pluie et le vent. Mais il en reste quelques-uns, donc il y en a un par exemple
Il y a un calmar, justement, un calmar des récifs qui est pas très loin de chez Lily, sur une sorte de transformateur, je pense. Il y a une baudroie aussi, donc un poisson qu'on appelle aussi la lotte chez le poissonnier, qui est juste devant chez Lily, planqué sous le pont. Donc lui, il est à l'abri, il est tranquille. J'ai une vive aussi, un poisson qui pique, donc qui est dans un passage juste devant le muséum d'histoire naturelle, qui est en ce moment en train d'être fait. Un crabe qui est devant le volcan. C'est pareil, sous un passage qui traverse les bâtiments Perret. Voilà, c'est ceux qui me viennent. Il y en a un pas très loin de Darty, dans la descente. C'est celui que j'ai vu. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est ceux qui me viennent, qui sont encore là. C'est déjà pas mal. S'il en reste 5-6 pour moi, c'est déjà bien. Mais là, voilà, comme j'avais une préparation, une exposition en préparation, là, j'ai mis de côté le seau et la colle pour tout donner pour l'exposition. Mais là, j'ai pas mal d'idées en tête. Donc là, c'est un peu secret les prochains, où est-ce qu'ils arrivent. Mais il y en aura pas mal en centre-ville. Mais je vois que tu as déjà, en effet, tout en idée, les murs, les lieux. C'est ça. En fait, ça vient aussi en même temps que la création. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un autre aspect de mon travail. Donc, c'est quand je me balade, j'ai toujours un peu ce tic là de regarder tous les murs et de réfléchir à tous ces spots potentiels. Donc, dès que je vois un mur gris rectangulaire qui s'y prête, voilà, je le prends en photo, je le répertorie, je garde les coordonnées GPS. Quand je reviens avec mon vélo, je prends les mesures parce que j'aime bien vraiment que le collage prenne tout le mur, donc je fais toujours du sur-mesure. Et donc voilà, c'est dès qu'il y a des spots, j'essaie de le faire le plus vite possible. C'est un peu dans la tradition du street art, c'est un petit peu à celui qui chopera le meilleur spot. Et donc souvent j'essaie de faire vite parce qu'il y a des spots qui sont nouveaux aussi, donc comme les palissades de chantier. Là je pense à ça parce qu'en ce moment rue piétonne, il y a tous les îlots qui sont en train d'être faits. Il y a des belles palissades. Il y a encore rien de fait, donc là j'espère que dans les prochaines semaines personne va rien faire parce que je sais que je vais faire des choses là-bas, quoi. Il n'y a pas de code, c'est vraiment le premier. Le seul code, c'est de ne pas repasser les autres, ça se fait pas du tout. Donc, c'est ça. L'idée, c'est d'être le premier sur le mur quand il est encore vierge. Et souvent, un collage appelle les collages parce que j'ai remarqué que quand j'en fais un, il y a 2-3 personnes qui vont faire un petit tag autour, un petit collage, un petit sticker, et à la fin, on se retrouve très nombreux sur le mur. Donc, c'est marrant de voir qu'un collage appelle les autres. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le collage, normalement, c'est quand même quelque chose qui va venir dégrader un mur, même si toi tu l'embellis bien sûr, mais au niveau de la ville, c'est quand même quelque chose qui est vu comme de la dégradation. Et pourtant, tu fais une exposition à la Maison du Patrimoine, donc c'est comme quoi le street art est de plus en plus accepté au niveau de l'artistique. Là, c'est quand même quelque chose de très différent. Donc c'est à partir du 29 février jusqu'au 26 mai. Qu'est-ce que tu vas faire à la Maison du Patrimoine ? Alors effectivement, là c'est une sorte de parenthèse artistique. Donc je vais quitter le monde marin pour m'aventurer sur le terrain de l'architecture. Au cours d'une exposition en 2022 à la Galerie Hamon, j'avais déjà un peu questionné les structures au sens large, donc les structures animales, que j'avais opposées un peu à des structures architecturales, parce qu'au final, entre le dessin naturaliste et le dessin architectural, il y a vraiment qu'un pas. J'utilisais déjà des techniques, donc à savoir le rotring, la règle, donc j'utilisais déjà un peu ce qu'utilisaient les architectes avant les ordinateurs, et donc ça a été assez naturel que de m'attaquer comme ça au béton de Perret, qui a eu une énorme influence aussi, je pense, inconsciemment sur mon style graphique, qui tire un peu sur les couleurs minérales. Et donc là, voilà, j'ai voulu un petit peu comme ça disséquer le béton pour révéler un peu les subtilités du béton qui est voilà, au premier abord paraît peut-être brutal, gris pour la plupart des gens, mais en fait tous les Havrais savent qu'il y a une sorte de petite beauté, et j'ai voulu le révéler à travers mes dessins. Donc toute la granulométrie du béton, quand on regarde de bien, il y a des morceaux de silex, il y a une matrice qui est sableuse, et en fait tout ça donne une couleur qui est vraiment très intéressante et qui change même au cours de la journée. Et j'ai voulu, dans cette exposition, rendre un peu hommage à l'environnement havrais, au sens. Ouais. C'est quoi exactement la technique dont tu nous parlais, le rotring, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors le rotring, en fait, c'est un stylo technique, donc à encre de Chine, et un stylo de grande précision, et ça me permet d'avoir des contours avec un noir très profond et très précis.
Donc d'aller vraiment dans les détails. Et en fait, voilà, c'est la technique que j'utilise. Ça, des encres, des feutres à alcool, un peu d'acrylique, un peu de crayon. J'essaie de multiplier les techniques, mais c'est toujours sur feuille. Et toujours, j'essaie d'avoir le degré de détail maximal pour qu'il y ait plusieurs dimensions au dessin. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on le voit de loin sur le mur dans sa forme globale. Et plus on s'approche, plus on rentre dedans et on voit des petits détails, les petites mandibules, les petites écailles. Voilà. Et la technique du rotring me permet d'aller vraiment loin dans le détail. Tu parles de parenthèses, mais j'imagine que les deux sont quand même liés, à la fois le collage et ce que tu fais pour l'exposition. Ça t'inspire les deux, tu mélanges un peu les deux? Bah oui, c'est ça, ouais. En fait, c'est ça, je vois tout ce qui est organique et tout ce qui vient de la mer, je le colle sur mur, au final, sur de l'architecture. Et en fait, peut-être que le fait de les voir comme ça, parce que j'archive toutes mes photos, tous mes collages par des photos, et c'est vrai que je fais vraiment attention comme ça à cet environnement urbain. Donc quand il y a des colonnes perrées autour, j'essaie de les prendre dans le plan. Si on voit au fond la Saint-Joseph, j'essaie de l'avoir dans le grand angle. C'est l'architecture en fait depuis le début, elle est dans mon travail et en fait là j'ai vécu dans l'immeuble V40 qui est celui qui est monument historique au Havre et en fait le fait d'avoir grandi non, j'ai pas grandi dedans, mais le fait d'avoir vécu dans cet appartement avec une colonne perrée qui sortait comme ça du parquet et en fait j'ai voulu la dessiner, donc je l'ai offerte à ma copine et c'est vrai que les gens étaient très surpris quand ils venaient chez nous de voir un dessin qui sortait de mon univers aquatique et j'étais très surpris de voir que les Havrais étaient beaucoup plus sensible que je le croyais au béton de notre ville et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc cette petite colonne que j'avais fait comme ça au final donner naissance à cette parenthèse artistique qui est l'architecture. Ouais. Je pense que les Havrais ils sont sensibles parce que c'est l'architecture de notre ville et puis c'est aussi l'histoire. Et d'ailleurs cette année 2024, c'est pour ça qu'il y a cette exposition, c'est aussi les 150 ans. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'était à l'occasion des 150 ans, en hommage comme ça à Auguste Perret, à son travail qui est, c'est sûr, omniprésent dans le quotidien des Havrais. Toi, pendant cette exposition, est-ce que tu es présent justement pour rencontrer le public ? Tu nous parles beaucoup du retour, tu aimes tendre une oreille pour savoir ce que les Havrais pensent. Là, tu seras sur place pour pouvoir échanger avec eux ? Oui. Alors l'expo, elle est déjà partie. C'était mercredi. D'accord. Donc il y avait un vernissage. Et en gros, j'étais là, j'ai pris un peu la parole, j'ai rencontré les gens et c'est important pour moi comme ça d'avoir les retours des gens. Mais par contre non, je serai pas là forcément tous les jours. Je laisse la maison du patrimoine présenter pour moi et ouais. Est-ce que c'est quelque chose, une parenthèse que tu aimerais renouveler ou après cette parenthèse, tu retournes au collage et tu verras un peu selon ce qui peut se passer comme projet? Ouais, alors en fait ça m'a ouvert une petite branche en fait dans ce que je fais. C'est vrai que je pense que c'est important quand on est artiste de se renouveler un petit peu et d'avoir de nouvelles directions. Et même si je garde ma trame graphique qui est assez caractéristique et que j'aime beaucoup, c'est là-dedans que je m'éclate. En gros, j'essaie de l'adapter sur plusieurs pans. Donc là, la biodiversité, je l'ai faite, mais je pense que je la ferai toujours parce qu'elle fait vraiment partie de moi. Et cette parenthèse sur l'architecture, elle va peut-être m'ouvrir d'autres choses. Donc là, il n'y a pas que Perret au Havre, voilà. Donc on a Niemeyer, on a plein de bâtiments qui est d'intérêt. Il y a aussi des choses à Paris, enfin partout. En fait, ça peut m'ouvrir sur plein de choses. Là, c'était vraiment en hommage au travail d'Auguste Perret. Donc c'était que du béton de Perret, mais j'ai déjà envie de faire 2-3 éléments de Niemeyer. Et puis pourquoi pas même des objets aussi. Là j'ai pensé à faire des sous-marins ou là je travaille un petit peu avec l'Ifremer de Brest et du coup c'est vrai qu'ils m'ont fait observer pas mal de leurs sous-marins et ça m'a donné envie de faire pas mal de choses aussi là-dessus, donc tout est possible en fait. Ouais. Tu t'inspires vraiment de ton environnement. Je sais que tu as vécu un peu en Australie, ça aussi ça t'a beaucoup inspiré, voir la faune, la fleur la flore plutôt de là-bas, tout ça. Est-ce que les bâtiments aussi ça t'inspire ou c'est vraiment le Havre, le béton du Havre qui t'inspire? Non, c'est vraiment l'architecture au sens large. Celle du Havre, elle a forcément un petit
coup de cœur parce que c'est celle dans laquelle j'ai grandi et c'est celle qui est pour moi la plus familière. Mais à chaque fois que je voyage, je regarde les bâtiments et de plus en plus là parce que l'exposition ça fait 6 mois que je la travaille et en fait à force d'observer comme ça l'architecture, au final, on affine un petit peu son regard et je regarde l'architecture avec beaucoup plus d'intérêt. Donc, ça m'a appris des choses en fait de faire tout ça. Et même moi, en tant qu'Havrais, l'exposition, j'ai retracé par exemple toutes les colonnes, les têtes de colonnes qu'on voit, et j'en ai répertorié énormément et j'ai l'impression d'avoir découvert plein de choses qui étaient au final sous mon nez, c'est juste que je levais peut-être pas assez la tête. Et souvent, ce que j'avais, les retours de cette exposition, c'est des Havrais qui m'ont dit « Ah ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de colonnes, c'est quoi ces voûtes de verre, je m'attendais pas à autant de détails sur l'église Saint-Joseph. » Et en fait, peut-être que les gens, en voyant cette exposition, ils vont ressortir et ils vont peut-être un peu plus lever la tête et voilà, c'est ça qui me plaît bien aussi. Un conseil, donc, il faut observer le Havre et lever un peu les yeux vers le haut. L'exposition, c'est donc à la Maison du Patrimoine. Tu as raison, c'est déjà commencé. J'avais oublié qu'on était en mars. Du 29 février au 26 mai, ça a commencé déjà. Les horaires d'entrée, est-ce que tu les connais ou pas du tout ? Alors, je les ai pas vraiment en tête, mais je sais qu'en ce moment, c'est les horaires d'hiver à la Maison du Patrimoine et que ça ferme à 17h. Par contre, je sais que c'est ouvert les samedis et dimanches, donc, et même tous les jours. Donc, vous pouvez y aller tous les jours avant 17h et je pense qu'il y a une pause sur le temps méridien. Mais, je sais pas quand est-ce qu'ils ont les horaires d'été qui seront peut-être un peu plus larges. Voilà. Et est-ce que c'est gratuit ? Oui, bien sûr, c'est gratuit. Ouais. C'est gratuit et c'est accessible à tout le monde. Ouais. Eh ben merci Totis, on essaiera de faire attention maintenant quand on croisera des animaux marins directement sur le béton. Et puis à très bientôt sur Westrack. À bientôt, merci. Et il est 18h tout pile sur Westrack, on se quitte avec ce Mag à l'Ouest. On écoute le titre Palatine, c'est donc Château Lointaine tout de suite sur Westrack. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest. Demain je serai en compagnie bien sûr de Camille et Nausicaa pour notre chronique cinéma et série. Très bonne soirée sur Westrack. Château lointain, les fins de semaine, je disparais vraiment. Sans quitter la ville, dépenses inutiles de mes émoluments. À Château lointain, le chant des sirènes me fait grincer des dents. Sans quitter la ville, nos pensées fragiles verront les choses en grand. Un château lointain, comme tout est amusant. Laisse tes amis pénibles ainsi que les nuisibles dehors évidemment. À l'entrée du domaine, le château lointain, je suis là, je t'attends. J'ouvre un millésime pour que tout s'anime, que tout soit comme avant. Les traces qui me mènent au château. Un château d'écorce plus dur que ma peau. J'efface les traces qui me mènent au château.